Lors de la première partie de Juste une passion 2.0, Juste du foot s'est entretenu avec les webmasters de Lucarne Opposé, Footballski et PK Foot, ainsi qu'avec Kamel, le roi de la stat, et de France Football, le spécialiste de la tactique. Pour son second opus, 5 passionnés ont accepté de se dévoiler au micro de Juste du foot. Ils proposent un autre journalisme, suivent leur club depuis l'étranger, utilisent les réseaux sociaux comme Periscope pour percer, s'intéressent au foot amateur ou sont devenus la référence en football fantasy. Leur point commun, une passion pour le football, pour le cyberfoot. Premiers invités, une bande de potes qui proposent depuis peu un compte Twitter, un site internet et une émission de radio au ton décalé. Ils se présentent avec humour comme étant des super-héros. Ils se nomment dans la vraie vie Guillaume et Aurélien et sont à la tête de Contre son camp. Donc je m'appelle Guillaume, j'habite en Corrèze, vers Tulle, j'ai 33 ans, je suis passionné de football depuis ma plus tendre enfance, mais pas que, je suis aussi passionné de cyclisme, de NBA, de sport en général. On avait envie avec certains amis de parler de foot, mais de façon vraiment détendue. Donc on a décidé de monter ce site, là ça fait un petit peu plus d'un an qu'il existe. Avec le doc qui va se présenter juste derrière. Et ensuite, sinon pour le fun, on n'avait pas envie qu'il y ait nos noms ou nos prénoms qui apparaissent, ni nos tronches. Donc du coup, on s'est donné des pseudos et je réponds au nom du professeur Guilty. Je suis avant tout passionné de Serie A, de foot italien, d'une manière plus générale, et je suis un tifoso du Milan AC. Et sympathisant du Paris Saint-Germain depuis que je suis jeune aussi. Quant à moi, dans la vraie vie, Aurélien, 30 ans, petit lotois. Et donc quand j'étais jeune, bien sûr, passionné de foot, très passionné de foot. Et donc je me suis associé avec le professeur Guilty. Et moi, j'ai revêtu ma cape de super-héros du docteur Sévan Baumel pour ensemble, partager, discuter sur le football et surtout, trouver le foot romantique et humoristique qu'on a pu connaître quand on était gamin et qui se noie parfois dans le foot business actuel. C'est en détente, on fait pas mal d'intox sur le football, histoire de sourire, on réagit par rapport à des événements d'actualité. Après, on a aussi des billets de notation peu sérieuses de certains matchs qui nous plaisent et qui nous séduisent ou qui nous font réagir ou bondir. Et derrière, on a CSC l'Open Mic, donc contre son camp à la radio, sur une radio locale à Tulle sur Bram FM. Oui, et parmi les intentions qu'on avait aussi quand on a créé ce site, c'était de justement chercher des moyens de ne pas faire ce que les autres font, pas essayer de pomper les gros médias, parce que bon, on n'a aucun poids, donc on voulait pas, puis sinon ça nous intéressait pas d'être vraiment sur la même ligne. Dans l'équipe, on est 4 et les 2 autres sont journalistes de métier en plus, donc ils avaient vraiment pas envie de faire la même chose. Journalistes sportifs en plus pour les deux. Enfin, maintenant ils le sont plus, mais ils restent journalistes, mais ils ont été journalistes sportifs. Ils voulaient vraiment prendre un angle différent. On fait aussi des reprises de chansons où on change des paroles. Enfin, en fait, on fait n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de. Le but, c'est de prendre du plaisir, d'essayer d'en donner aux gens qui nous lisent et de créer aussi une communauté. Alors elle est relativement petite, puisqu'on a quoi? On a un peu plus de 200 abonnés Twitter, donc c'est pas beaucoup. Sur Facebook, ça réagit, mais c'est pas trop moi qui m'en occupe, donc j'ai pas les chiffres en tête. Mais j'ai envie de dire peu importe, parce que les abonnés qui nous suivent attentivement sont extrêmement intéressants. Je pense qu'on est tombé sur des gens qui ont un petit peu le même délire que nous. On cherche pas spécialement à faire des gros buzz ou à être très très connu, mais plutôt de créer une petite équipe de passionnés. Et la radio, ça répondait aussi à ça, c'est-à-dire qu'on voulait que les gens puissent s'exprimer, qu'ils reviennent quand ils veulent, que chacun puisse dire ce qu'il a envie, au-delà de dire des conneries. Ce qui nous anime tous, je pense que c'est ça, c'est de fédérer, de. Enfin là, il n'y a pas de prise de tête dans notre façon de fonctionner. On essaie d'être très très ouvert. Si jamais il y en a d'autres qui traitent de foot, qui s'abonnent à nous, ou, avec qui on discute, on fera toujours croquer. Il n'y a pas de comment dire de rivalité. Enfin, on n'est pas du tout dans ce délire.
On a tous des métiers à côté, on n'a strictement rien à faire de ce qui se passe, quoi. Donc on y va complètement désintéressé. On n'a qu'une doctrine, c'est on touche pas à Cavani, quoi. Oui. C'est le point, voilà. C'est le seul truc dont on peut pas vraiment déroger, c'est qu'on n'a pas le droit de critiquer Cavani, effectivement. Nous, on a strictement rien à branler, hein, pour parler franchement, que ça marche ou pas, quoi. Nous, on est content, on sera tout aussi content d'avoir 10 personnes qui participent beaucoup que d'avoir. Après, on a des lectures, hein, on regarde un peu les chiffres, mais sincèrement, c'est pas du tout là-dessus qu'on se base sur nos trucs. Oui, non, mais ça a été très clair depuis le départ. Le but, c'est vraiment de donner du plaisir, de se faire plaisir, de, si possible, faire partager ça aux autres. C'est vraiment ce qui nous anime. Il y a pas de... Voilà. Avant tout passionnel, c'est passionnel et pas professionnel. Nous, enfin, on compte pas en vivre. Si on en vit un jour, ce sera un heureux miracle, soit. Mais voilà, nous, ce qui compte, c'est le plaisir au jour le jour, le partage avec des gens intéressants, parce qu'on est quand même dans une région, nous, 2 sur 4 sommes dans une région sinistrée au niveau football. Donc, dès qu'on peut rencontrer des gens intéressants avec qui échanger sur le foot, c'est avec plaisir. C'est vraiment ça qui nous plaît, justement, effectivement. On est hyper contents. Voilà, quand on a des gens comme toi, tu es placé à l'émission, d'autres qui viennent discuter sans prise de tête, donner leur point de vue. On s'interdit rien, quoi. Et même si possible, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, d'ailleurs, on en avait parlé, ne jamais avoir un vrai footballeur au téléphone ou faire une interview classique, ça c'est pas du tout notre truc, quoi. On n'est pas journaliste, on n'est pas journaliste. 2 d'entre nous le sont et voilà, mais le copinage nécessaire aux journalistes professionnels nous intéresse pas. Nous, c'est vraiment le côté foot romantique, passion et échange. On se sort un peu, on est à côté du système, mais on n'en est pas malheureux. On le jalouse pas. Même si, pour être tout à fait complet et franc, on a quand même 2 parrains qui sont journalistes de métier. On a Florent Gautreau et Philippe Genin. Mais c'est pas par rapport à leur métier, c'est parce que Gautreau, on l'adore, parce qu'on adore écouter l'after et on le trouve super drôle et voilà, donc il a accepté d'être notre parrain par rapport à nos blagues, mais c'est pas, après le reste il s'en fout complètement, je veux dire, il nous aide pas, c'était pas ce qu'on lui demandait. Et Philippe Genin, parce qu'il est passionné de Serie A, il adore le Milan AC et on a déjà échangé avec lui en privé, et donc du coup c'est le capitaine du site, mais enfin c'est pareil, hein. Lui fait les trucs de son côté, on cherche absolument pas à ce qu'il nous aide, c'est pas du tout le but du truc, quoi. En fait, ouais, nous, c'est ça, je pense. Je crois que là, il n'y en a aucun des 4 qui a envie qu'on voit sa tronche ou que son nom apparaisse, parce que, encore une fois, c'est... Ouais, mais en fait, c'est pas... Nous, on fait vraiment pas ça pour avoir une certaine notoriété ou quoi. On s'en fout complètement, quoi. C'est-à-dire que même dans l'absolu, l'interview que toi tu fais, on nous aurait invité à l'after pour faire la même, on n'aurait pas donné nos noms, quoi. Genre, on s'en fout complètement, c'est pas le but, quoi. Donc effectivement, après tous ces médias où on se prend en photo ou alors on fait ou alors Periscope, faudrait filmer sur autre chose, quoi. Et on pourrait. Franchement, Periscope, j'y ai pensé. Je l'ai pas encore soumis à la rédaction, mais Periscope, on pourrait le faire avec des Playmobil, quoi. On mettrait des Playmobil et nous on parlerait derrière, quoi. On laisserait les balades en Playmobil ou de je sais pas quel bonhomme ou un baby-foot. On mettrait un truc immobile. Enfin, je sais pas ce qu'on ferait, mais on le ferait différemment, quoi. Voilà, on tient pas à développer une gloire personnelle ou une image perso. Ce qui nous tient à cœur, voilà, c'est une communauté, un état d'esprit et du fun. Ouais, moi j'en ai une, quand même, parce qu'il faut quand même remettre les choses. On lance le site en septembre, on écrit genre un article, on ouvre un compte Twitter, et là, je pense que ça devait être un truc par rapport à du foot italien ou le Milan AC. Et là, Philippe Genin qui réagit, je sais plus trop comment ça se passe, on avait dû l'alpaguer pour essayer, parce que voilà, moi j'ai de l'amour pour ce mec. Et là, bam, il s'abonne et c'était le premier abonné, quoi. Donc ça, c'était quand même la classe. Voilà. Parce que moi, je l'aime beaucoup. Parce que à l'époque où il était déjà sur Canal et qu'il faisait des résumés sur l'équipe du dimanche, moi, c'est la Madeleine de Proust, Philippe Genin, quoi. Donc du coup, voilà, moi j'étais très très heureux de ça.
Mais après, sinon, en termes de souvenirs, je sais pas, Doc, t'as un truc en tête? À moi, c'est aussi sur l'écriture, quoi. Moi, quand j'ai imaginé que Toulouse était champion de France, était champion d'Europe, voilà, ça c'était. Non, mais après, on a les moments de notation de match entre nous où on peut s'écharper pendant 1 heure sur la prestation d'un joueur. Donc, il y a beaucoup de bons moments entre nous. Et après, l'avantage de notre progression des différents supports, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à avoir cet échange pas seulement entre nous, mais voilà, avec ces tweetos avec qui on a les contacts directs. C'est beaucoup de bons moments à la radio. Ouais. Mais ça, c'est l'essentiel de notre bonheur, je pense, hein, de réagir avec les gens sur Twitter ou quand ils commentent sur Facebook ou quand on voit que ça partage. Ou quand les gens sont hyper heureux d'être passés à la radio, c'est ça en fait qui compte le plus, hein, franchement. Bah, c'est un peu, pour revenir surtout à Twitter, c'est un peu le défaut de ses avantages. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu vois Thauvin qui se prend en selfie ou qui prend en photo son assiette ou n'importe quoi, enfin moi ça me fait un peu de peine, Ou personnellement. Verratti qui fume une clope. Ouais, il y a des trucs. Après, je pense que ça développe encore plus la niaiserie ou l'égocentrisme. Voilà. Après, c'est un peu des poncifs à me dire des trucs comme ça, mais après, ça troll pas mal aussi, hein, quand même sur Internet. Hein. Donc il y a des fois où c'est drôle, des fois où ça fait un peu pitié. Moi, ce qui me saoule le plus, en fait, c'est les insultes, parce que je veux dire, enfin. Que ça troll gentiment ou que ça arrive à chambrer de façon intelligente, c'est super. Après, quand c'est des trucs vraiment complètement débiles, haineux, racistes ou ce que tu veux, je trouve ça déjà beaucoup plus grave et dommageable. Et ça, on en voit beaucoup, quoi. Je me souviens que j'étais allé sur un forum un moment pour discuter foot avec des mecs, et là, ça commençait à parler de trucs. Enfin, moi, j'ai arrêté tout de suite, quoi. Je veux dire, ça partait en sucette totale. Et bon, après, c'est vrai que c'est un peu la facilité de se cacher derrière le pseudo, quoi. Mais bon, là, on va rien apprendre en disant ça aux gens, mais c'est vrai que ça, c'est un peu le côté négatif d'Internet, hein. Après, sinon, j'en vois pas vraiment d'autres. Bon, le côté négatif, il n'est pas tant lié à Internet, ce côté-là, c'est lié aux gens. Les gens, ils pensent la même chose à la maison, ils se défoulent un peu plus parce que, on va dire, c'est une zone quand même de non-droit. Mais après, voilà, les gens, ils nous disent bien ce qu'ils veulent. Hein, c'est les insultes. Bon, c'est tout le problème de la proximité. Ouais. On est proche, on peut se permettre un peu plus. Nous, d'ailleurs, on s'est jamais fait insulter. Jamais. Alors, une fois, c'est arrivé où il y a Blaise Matuidi qui a fait une intox sur Benzema en faisant une connerie, je sais plus ce qu'il avait raconté, que genre il a arrêté le foot pour faire, je sais pas, du tricot, ou je sais pas ce qu'il avait dit comme connerie. Et en fait, le mec avait pas compris qu'on montrait des intox, en fait. Il croyait que c'était vrai. Donc, ah non, je crois qu'il disait qu'il n'était pas retenu pour l'équipe d'Algérie ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas ce qu'il a dit comme connerie, et donc du coup, le mec croyait qu'on pensait vraiment qu'il était international algérien, quoi. Donc il s'était foutu de notre gueule en disant à ses potes, putain, regardez eux, ils écrivent des articles sur le foot, ils savent même pas que Benzema est international français, quoi. Bon, on avait retweeté, on avait trouvé ça super drôle, quoi. Je veux dire, mais sinon, non, c'est jamais fait, jamais c'est insulté, hein. Jamais. Ça va venir aussi. Moi, j'en vois. Bon, après, avec le doc, on est très geek, hein. Donc, voilà. Je pense qu'on sera d'accord. De mon côté, Internet, c'est quand même génial parce que tu peux quand même streamer des matchs quand t'as pas les abonnements. Donc, je parle pas que pour. Enfin, moi, c'est pas le cas en plus, mais ça permet quand même d'ouvrir des horizons à des voilà, à des mômes où les parents veulent pas leur payer des abonnements. Ça leur permet quand même de suivre des matchs, même si c'est un peu saccadé et qu'ils vont sur des trucs polonais. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Après, pour voir tout ce qui est but, résumé et compagnie, c'est quand même hyper bien. Et puis après, j'avoue que de mon côté, je suis quand même assez fan des comptes Twitter des joueurs, quoi. Enfin, ceux que j'adore, hein, parce qu'après, si c'est pour regarder suite Florian Thauvin, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais quand Barisi, pour revenir au Milan, je suis désolé d'insister, mais quand Barisi tweet, ou que Pirlo tweet, ou que Maldini tweet, ou je sais pas qui d'autre, Kaladze ou je sais pas qui, moi je suis un peu comme un gosse, quoi. Je veux dire, dès qu'il y a un truc qui tombe, voilà, je suis content.
Donc par rapport au réseau, c'est vrai que ça rapproche quand même. Et puis tu peux alpaguer n'importe qui, quoi. C'est quand même génial. Je veux dire, il y a 20 ans, il aurait fallu envoyer une lettre à ton joueur préféré. Maintenant, tu mets son... 15 jours, voilà. Ouais, et puis il t'aurait jamais répondu, rien du tout. Enfin, à limite, on s'en fout qu'il réponde. Mais là, tu mets un machin, X, et le mec, si t'as envie de l'encourager ou lui dire qu'il est super, ou que, je sais pas, s'il a fait un match de merde, lui dire que tu crois en lui, ou je sais pas quoi, tu peux tout à fait le faire, quoi. Donc ça, c'est quand même... la proximité qu'il y a grâce aux réseaux sociaux est énorme, je trouve. Ah oui, nous qui sommes des isolés dans la France profonde, Internet, c'est la porte ouverte sur la liberté. Voilà, on discute avec notre équipe, on est deux basés sur Paris, deux en Corrèze, enfin en Corrèze, un dans le Lot, voilà, dans des départements hyper ruraux. Ça nous permet de communiquer tout le temps, d'échanger en direct sur les matchs, de pouvoir réagir en multi-support, la proximité de tous les acteurs, parce qu'on a accès directement aux informations. Avant, t'attendais, tu regardais ton match de foot éventuellement sur Canal, mais le reste du temps, tu regardais les résumés sur Téléfoot. C'était quand même hyper orienté, tu avais un storytelling qui était écrit. Là, tu es libre de voir, de prendre ce que tu veux, de partager, d'échanger. Ça a été une révolution positive. Même l'interview qu'on est en train de faire, Johnny. Sans Internet, on t'aurait jamais trouvé, et tu nous aurais jamais trouvé non plus. Voilà. On serait chacun à 400 ou 500 bornes l'un de l'autre, les uns des autres, et on ne se serait jamais parlé, quoi. Suivre son club de cœur à distance. C'est ce que propose Marseille Italia sur Twitter. Vivant en Italie, il partage son amour pour les Olympiens dans la langue de Gianluigi Buffon. Donc moi c'est Jérémy, j'ai 35 ans, j'habite en Italie depuis 25 maintenant. J'ai créé un compte Twitter depuis un mois et demi, presque deux maintenant, qui regarde les informations de l'OM, point de vue italien, donc en mettant les news qui peut intéresser les supporters ou enfin même sympathisants italiens. Et voilà. On a plusieurs projets. Bon, comme je vous disais, comme je te disais, pardon. On a ouvert il y a moins de 2 mois, donc on est encore en train de se créer. C'est vrai qu'en 2 mois, quand même, ça fait plus de 700 abonnés, ce qui est pas mal. On n'espérait pas de grandir aussi vite. Surtout qu'il y a un autre compte italien qui existe depuis 1 an et demi. Ils en ont un peu plus de 700, donc on est en train de grandir un peu plus. Et dans le futur, on voudrait créer une page Facebook. On est en train d'y penser, bon, de faire bien sûr en italien, mais aussi de la faire en double langue, donc en français, et de créer un site internet, bon, qui avec toutes les nouvelles, donc d'argumenter ce qu'on écrit en quelques mots sur Twitter. Et bon, après Instagram aussi, avec des photos, mais bon, tout ça, c'est à voir successivement. Ben, déjà que on commence à prendre un peu plus de crédibilité tous les jours, donc ça c'est ce que j'aimerais. J'espère dépasser les 1000 abonnés d'ici un mois et demi, vu qu'on grandit assez rapidement, et continuer de ce côté-là pendant plusieurs mois, plusieurs années, et de réussir donc à être un des premiers des réseaux italiens où je voudrais, en fait, mon but, c'est d'être, on va dire, un compte Twitter, parce que bon, on va se baser plus sur là que sur d'autres, un compte Twitter de plus en plus crédible et de donner des informations avant les autres, quoi. Même si c'est difficile, parce qu'il y a des comptes Twitter, bien sûr, français, qui sont sur le tas dès le début. Bon, ça va être difficile, mais c'est mon objectif. Ah, c'était difficile. Non, il y a 25 ans, Internet, c'était quasiment pas. Il y en avait quasiment pas. Il y avait le 56K, le vieux modem, en fait, mais bon, pas tout le monde l'avait. Donc, pour suivre les news, c'était le télétexte de la RAI, parce qu'il n'y a pas de chaîne française.
Donc c'était genre 1 ou 2 jours après. Et j'achetais le lendemain la Gazzetta dello Sport et où j'ai essayé de lire les nouveautés, quoi, en fait, les nouveautés ou enfin les news qui regardaient l'OM, quoi. C'était pas facile. Des fois, je m'en souviens en 98, Coupe de l'UEFA. J'arrivais pas à voir les résultats, c'était fou. Et personne ne disait les réponses. J'ai dû acheter le lendemain vers 7h30, je suis allé acheter la Gazette pour avoir le résultat, donc pour savoir si on était passé ou pas. Alors, l'OM est bien vu, oui, pour ça, il y a pas de souci. Par contre, le football français, c'est pas encore ça. En Italie, ils aiment plus la Première Ligue plutôt que la Liga. Et le football français vient bien après. Donc, encore malheureusement, c'est pas bien connu. Non, non, pour Marseille, pour l'OM, bien sûr. Non, non, c'est toujours. Dernière fois, Inter Milan, Oui, Coupe de avec l'UEFA. C'est ça. Ronaldo. Ok. Oui. En plus, j'étais dans le. Je n'avais pas trouvé de place avec les supporters de l'OM. J'étais dans la virage de l'Inter. Donc, c'était pas facile, en fait. J'espère. J'espère. Du moins, le discours de héros était positif et plein d'ambition. Donc, si c'est vrai, je suis super heureux. 200 millions d'euros en 4 ans, c'est pas peu. C'est pas énormément aussi par rapport aux autres écuries. Mais c'est pas peu du tout. On parle d'un directeur sportif de renom et j'aimerais bien que ce soit bon. Maintenant, je viens de lire Luis Campos n'accepte pas, donc ce sera quelqu'un d'autre, mais bon, que ce soit lui ou un autre, pour moi, il n'y a pas de problème. Pourtant, c'est que c'est quelqu'un qui ramène des joueurs de qualité, plus que des joueurs de renom. Donc moi, moi rien du tout. J'aimerais bien qu'il y ait des joueurs de qualité, qu'on s'appuie aussi sur la jeunesse marseillaise. Et du moins, les discours de mec courtes sont très positifs. Et franchement, j'y crois. J'y crois. Je ne sais pas si on gagnera la Ligue des Champions comme ils disent, mais du moins, je pense qu'on puisse. J'espère qu'on pourra reparler de nous dans l'Europe, en fait. Oui, 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 absolument. Supporter parisien. J'ai même travaillé avec. Et bon, on se charriait, c'était assez tranquille, on rigolait. Il y a c'était, non, l'année, je m'en souviens plus. On avait gagné contre le PSG, donc je lui ai fait mettre le maillot de l'OM, bien sûr, et il a mis, j'ai une photo, il a enlevé après 2 secondes. Mais bon, on avait gagné, donc ça faisait des années qu'on ne gagnait pas contre eux, donc ça nous a fait plaisir. De l'OM vers le PSG, une seule passion. Nassima manie les réseaux sociaux comme personne. Blog, Twitter ou encore Periscope, tout est bon pour partager sa passion et voir plus haut professionnellement. Je m'appelle Nassima. Donc, je vais sur mes 21 ans au mois de décembre. Donc, moi, je suis originaire de Cergy, dans le Val d'Oise, une petite ville à côté de Cergy. Donc oui, je suis passionnée par le football depuis toute petite. Alors vraiment depuis toute petite, hein, je suis née d'un papa supporter du Paris Saint-Germain. Et du coup, forcément, j'ai baigné dans le football depuis petite. Et puis, à force de regarder les matchs de football et l'apparition d'Internet, je me suis mise à vagabonder un peu sur Facebook, Twitter, Periscope. Et puis au final, là, avec l'apparition de Twitter, je me suis dit que c'était un bon moyen de réagir sur les matchs. Et puis au fur et à mesure, ça a pris une ampleur telle qu'aujourd'hui, si je suis pas là sur un match, on me demande sur Twitter, donc c'est plutôt cool. Mais ouais, voilà, puis au fur et à mesure, ça s'est fait tout seul. Sinon, moi, dans ma vie, je suis à l'ESJ de Paris, donc l'école supérieure de journalisme de Paris, dans le 13e arrondissement. Je suis en 2e année. Donc pour l'instant, c'est une école de journalisme très, comment dire,
je ne suis pas spécialisée encore, donc c'est ouvert sur tous les sujets, culture, vraiment. Donc pour l'instant, je m'intéresse à tout. Évidemment, j'ai pour objectif d'aller en master sport, donc de me spécialiser dans le sport, et particulièrement dans le football. Et puis voilà, à côté de ça, j'écris sur un site, je pense que tu as dû voir ça, sur Paris Fan. Donc on écrit exclusivement sur le Paris Saint-Germain, ce n'est que des brèves. À côté de ça, j'ai mon blog où j'écris, sur lequel j'écris. J'ai aussi été intervenante sur Beurre FM tout le mois de juin, pendant l'Euro. Donc on venait parler des matchs, de nos opinions sur certains matchs. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'ai fait. Le dernier tweet en est pour moi une preuve, puisque j'ai lancé un sondage hier. Je pense que je sais pas si tu l'as vu, mais j'avais demandé parmi les 4 joueurs que je citais, lequel ils aimeraient que je fasse un portrait. Donc un portrait écrit, bien sûr. J'ai pas le talent des dessinateurs. Mais et puis là, j'en suis à 680 votes et quelques, en me disant Marco Verratti comme premier, Cavani comme deuxième. Je pense que j'ai la chance aujourd'hui de m'être créé je vais pas dire une tweet fan, mais des gens qui me suivent vraiment, qui sont prêts à lire peu importe ce que j'écris. Donc je pense que pour moi, le fait d'écrire des articles encore assez longs, c'est parce que je trouve que ça reste le meilleur moyen pour moi de faire paraître, d'écrire et de transcrire surtout ce que je ressens au moment donné. Donc là, mon portrait, ça va être un portrait que je vais essayer d'écrire le meilleur possible, mais aussi le plus court possible. Faut pas que non plus, parce qu'aujourd'hui, on arrive dans un monde où les gens viennent, cliquent sur ta page, lisent les premiers mots. Si les premiers mots leur paraissent intéressants, ils finissent le truc. Si les premiers mots, en revanche, les fatiguent d'avance et qu'ils ont déjà lu ça, écoute, pourquoi dire ça, autant fermer la page. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on entre dans notre métier et notre métier est encore plus difficile pour nous. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les gens ne lisent que 28% d'un article sur Internet. Pourquoi ? Parce que c'est souvent trop long. Maintenant, aujourd'hui, il faut mettre des liens vidéo, des tweets. Il faut que l'article soit le plus joli possible. Et donc, ouais, ça demande encore plus de travail. Après, moi, j'ai la chance aussi de tweeter. Et sur Twitter, ouais, les 140 caractères, je trouve ça hyper important. J'ai entendu qu'à un moment donné, on voulait nous les supprimer et nous en mettre beaucoup plus. Non, le principe de Twitter même, c'est de dire le moins de choses tout en donnant le plus d'informations. Donc, c'est pas évident, mais je trouve que c'est un exercice hyper intéressant parce que pour nous, journalistes, on a une règle de base qui s'appelle les 5 W. Donc, le qui, quoi, où, comment, pourquoi. Et dans un tweet, il faut qu'il y ait le qui, quoi, comment, pourquoi, et voilà, il faut que ce soit vraiment le plus clair et concis possible dans un tweet. À côté de ça, on a l'article aussi. Donc pour moi, dans l'article, je développe ce que je viens de donner dans mon tweet. En fait, c'est vraiment comment dire, c'est un travail constant, un travail permanent. Il faut aussi être réactif sur Twitter parce que si tu ne réponds pas au tweet, très vite, on va te dire que tu prends le melon ou que, enfin, c'est vraiment, c'est toute une démarche, c'est tout un travail à faire. Très bien, écoute, moi j'ai pour objectif donc de devenir journaliste sportive. Je pense que ça ne surprendra personne. Mais écoute, me souhaiter que ça marche, que mes projets fonctionnent, que je sais pas, qu'un jour, écoute, quand on dit Nassim Adriouage, ça parle. Ce serait l'un de mes rêves, ça fait partie de mes rêves aujourd'hui, de vivre de ma passion, de me lever tous les jours pour aller faire quelque chose que j'aime. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. J'ai fait, en sortant du lycée, j'ai fait une année de droit par dépit, mais complètement par dépit parce que je trouvais absolument rien. Et ça a été une catastrophe où j'avais l'impression que j'allais ruiner ma vie, mais vraiment je suis passée par une période mais horrible parce que j'avais l'impression que je ne valais rien, que rien ne me servirait finalement. Et au final, je suis passée par ce concours, je suis rentrée dans cette école et au final, depuis que je suis rentrée dans cette école, tout marche pour moi. Sur Twitter, hein, c'est incroyable. Je parle avec beaucoup de journalistes. C'est devenu accessible. Le monde dont moi je rêvais est devenu accessible pour moi grâce à Twitter, grâce à ce monde-là. Après, il y a des bonnes choses et il y a aussi des mauvaises choses.
Je trouve ça, ouais, je trouve ça ouf quand en l'espace de 3 ans, les choses soient allées, comme tu dis, aussi vite. Ouais, ça a toujours été difficile et ça l'est encore aujourd'hui, hein. Concrètement, ça l'est encore aujourd'hui. Je suis encore confrontée à des questions sur Twitter qui me donnent des frissons parfois. Tant c'est ridicule. Des fois, on me montre des photos de Ludovic Gioli ou de Francis Yasser et on me dit oui, tu le connais, lui. Enfin, c'est vraiment des choses à laquelle on poserait pas à un homme mais qu'on pose à une femme parce que selon eux, une femme, bah non, ça doit être dans la cuisine. Mais c'est ça, c'est dans la mentalité, c'est ancré, ce sera comme ça, mais tout le temps, j'ai l'impression que ça changera pas. Il y a des gens ouverts, il y en a d'autres. Sur Twitter, le problème, c'est que on a énormément de trolls aujourd'hui, mais énormément. On est confronté à des gens qui passent leur journée à aller sur Twitter et à insulter des gens. Et sur Periscope aussi, hein, ça m'est déjà arrivé de craquer. Il y a même pas de ça. Il y a ça une semaine, hein, je faisais un Periscope et à la fin de mon Periscope, j'ai abandonné parce que c'était devenu lourd de se confronter à des gens qui sont là pour te rabaisser et te dire que tu ne vaux rien. Après, c'est des gens qui n'ont aucun intérêt dans la vie et qui ne sont pas intéressants. Mais oui, malheureusement, c'est et ce sera comme ça, j'ai l'impression, tout le temps. Une femme qui veut s'imposer dans le football, qui sera toujours confrontée à ce machisme. Il faut que la femme soit belle encore aujourd'hui. Hein. Tu regardes Canal, tu regardes Beansport. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu une femme en surpoids avec des lunettes et un appareil dentaire en train de parler de football, quoi. Enfin non, ça se voit pas à la télévision, quoi. Après tu me diras, à la télé, ça reste de l'image et quoi qu'il arrive, même les hommes sont en général beaux. C'est que les femmes, encore aujourd'hui, on reste un objet aux yeux de la télévision. Mais je dis les femmes, mais c'est vrai que les hommes aussi. Mais malheureusement aujourd'hui, ouais, ça reste compliqué pour la femme encore aujourd'hui. Pour moi, à mes yeux, je trouve que c'est encore compliqué. Même si c'est vrai que j'ai plus de facilité à obtenir, c'est vrai, des interviews, à aller vers les gens parce que je suis une fille. Ça, c'est complètement vrai. Hein. J'ai des amis avec moi. On tient une émission sur Fréquence ESJ dans mon école qui s'appelle l'Hebdo Sport. Et un truc tout bête, mais on avait le même contact, un ami et moi. Le même contact, hein. Il a essayé de lui envoyer un message, il lui a pas répondu. 10 minutes après, je lui ai envoyé un message, il m'a répondu. Donc ça reste quand même étrange comme monde. Après, moi, ça va dans mon sens, ça marche pour moi, mais ça reste quand même étrange. Moi, j'ai la chance d'être bien entourée et d'avoir ma mère avec moi, avec qui je suis très très proche, mais vraiment on est fusionnelles toutes les deux et à qui je livre tout. Après, il est vrai que, par exemple, mon craquage sur Periscope il y a une semaine, je n'en ai pas parlé. Mais c'est vrai que je trouve que, enfin, j'ai connu des moments vraiment très très difficiles sur Twitter. Ça m'est déjà arrivé il y a de ça quoi, 2 ans ou 3 ans, de craquer et de dire que j'arrêtais Twitter parce que c'était trop difficile, parce que d'être confronté à des gens qui ne veulent pas t'entendre ou qui te rabaissent sans arrêt, c'est difficile. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment faire la part entre le virtuel et la réalité. Moi, dans ma vie de tous les jours, je suis dans une école de journalisme et aujourd'hui, quand on parle de sport ou de football, la première personne qu'on va voir, c'est moi. Donc ça me rassure en me disant que bon, ben, dans la vie de tous les jours, on considère que j'ai quand même une crédibilité et que quand je parle de football, oui, c'est crédible et on va aller vers la CIMA pour parler de football aussi. Dans la vie sur le côté virtuel, maintenant, moi, je fais attention qu'aux personnes qui me posent des questions intéressantes, avec qui je peux échanger, qui me respectent, avec qui il y a un dialogue tout simplement. Les gens qui sont là, parce qu'aujourd'hui on est confronté sur Twitter à le buzz, le retweet à tout prix. Moi, ça m'intéresse absolument pas d'aller sur Twitter pour critiquer même un journaliste. Hein. On l'a vu avec Francesca Antonotti. Il est vrai que j'ai tweeté sur elle, mais jamais de ma vie je me serais permis de dire oui, elle est débile, ou oui, c'est dans ma nature. Après, il y a des gens qui sont plus difficiles. Et faut vraiment faire attention à tout ce qu'on dit sur Twitter. Mais alors vraiment, le poids des mots, le poids d'un tweet en 140 caractères est hyper important. Une faute de frappe, un mot mal utilisé, et ça y est, on peut te détruire en te disant que tu ne connais rien au football, que tu dis n'importe quoi, que ça reste encore compliqué hein, de tweeter. Maintenant, j'ai la chance, ouais, comme je te dis, d'être bien entourée
Et même si oui, il m'est arrivé parfois d'être vraiment, mais vraiment blessée par des tweets, euh, je pense que l'important, c'est de se dire que ces gens-là, on ne les connaît pas et de prendre un certain recul. Maintenant, je suis jeune, je vais avoir 21 ans, donc c'est encore tout jeune. Je pense être aujourd'hui assez mature pour supporter les critiques de ce genre-là. Et je pense que de toute façon, j'ai pas le choix étant donné le métier que je choisis. Puis voilà, c'est tout. Vraiment, je pense que d'être bien entourée comme je le suis, d'avoir ma famille, mes cousines, ma petite sœur, mes grands frères avec moi, ça m'aide tous les jours. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui, c'est le soutien de mes proches. Et leurs critiques à eux valent 10 000 fois plus que celles de Twitter, de gens que je ne connais pas, quoi. Non, pour moi, le méfait numéro un, ça reste les informations qui se propagent, mais les fausses informations. Ça reste le plus difficile pour moi en tant que journaliste, c'est de faire la part du vrai et du faux sur Twitter. Parfois, on se laisse emballer par des tweets, par des sujets qui montent en top tweet, et on se dit putain, mais ça c'est incroyable. On va aller tous tweeter dessus comme des cons, et au final, on aura le joueur qui va venir et qui va nous contredire l'information. Tout bêtement, je te prends le cas de Javier Pastore il y a quelques semaines, qui avait été annoncé de retour par le Parisien dans plusieurs mois. Javier Pastore lui-même qui reprend le tweet et alors qu'on avait tous été comme des cons à dire oh là là, putain, longtemps il va revenir, Enfin, c'est compliqué aujourd'hui, l'instantanéité de Twitter aussi. C'est une bonne chose parce que ça crée la rapidité de l'information, l'instantanéité. Seulement, c'est aussi une mauvaise chose parce que il faut être constamment dans vérifier et ne pas dire n'importe quoi. Je pense que ça peut être aussi rédhibitoire aujourd'hui dans le monde dans lequel on travaille pour nous journalistes, c'est de ne pas de vérifier les sources. Ça reste complètement basique dans le journalisme quand on dit les sources, mais c'est parfois pas facile. Donc les sources, savoir si l'info est vraie ou non, c'est des choses qui paraissent cons, mais qui sont essentielles, je pense, pour avoir des tweets et avoir une pertinence intéressante. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis jamais rendu compte. Je me suis toujours rendu compte, pardon, de la ferveur de mon père devant les matchs. Seulement, j'étais pas une ultra, j'étais une passionnée du Paris Saint-Germain, mais je regardais les matchs, je loupais aucun match. Ça, il y avait aucun souci, mais j'étais pas de là à regarder, comme je te dis, j'avais pas les applications parce qu'on connaissait pas ça encore. J'étais pas connectée H24 avec le PSG. Aujourd'hui, on vit dans un tel monde où on est tellement connecté que forcément ça renforce la passion. Mon téléphone il vibre toutes les 2 secondes pour des actualités, pour des nouveautés sur le Paris Saint-Germain, c'est incroyable. Et ce but d'Amara Diané, ça a été le moment où je me suis rendu compte de la ferveur et de l'amour du club de mon père pour ce club-là et de ma famille, puisque ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie, j'étais pas toute seule chez moi. Il y avait toute ma famille qui était réunie ce soir-là, je sais plus, on avait fait une soirée, je sais plus quoi, et il y avait ce match-là. Et j'ai vu mes oncles, mes frères, mais tout le monde criait, mais c'était intense comme soirée. À côté de ça, on suivait le match à côté. Enfin, c'était complètement fou. Vraiment, c'était le moment où, je me rappellerai toute ma vie, les frissons. Et puis, c'était tellement ouf qu'encore aujourd'hui, c'est le but qui mettait vraiment beaucoup de temps à rentrer. Enfin, c'était un ballon que Camara Diané avait. C'était juste incroyable. Vraiment, c'est l'un des plus beaux moments que j'ai vécu, sous les couleurs parisiennes. Après, depuis l'ère Qatari, évidemment, on en a connu des moments magiques. Chelsea, il y a eu des matchs comme ça où encore on a vibré, encore aujourd'hui. Mais s'il y a un moment dont je vais me rappeler, c'est celui-là, entre autres. Complètement, Twitter, ça me permet aujourd'hui de me créer un réseau qui est quand même impressionnant. On me voit souvent sur des photos avec Pierre Ménès. Pierre Ménès, c'est un journaliste que j'ai rencontré grâce à Twitter. Pareil, pour être intervenante sur Beurre FM, on m'a démarché sur Twitter. En général, c'est tout le temps sur Twitter qu'on me fait des propositions auxquelles je dis tout le temps oui, pour la simple et bonne raison que je suis jeune et qu'il faut que j'essaye pas mal de choses. Donc je suis ouverte sur tous les sujets. Donc je vois bien, je suis au téléphone avec toi. Il n'y a aucun souci pour toutes les propositions, tout ce qui est dans mon domaine, ça m'intéresse. Donc voilà. De la motivation. Il n'en a pas manqué à Denis, qui s'intéresse au football amateur dans la région lyonnaise. Il se présente comme
Le journaliste le moins payé de France pour le temps passé sur son hobby lucratif. Présentation. Je suis Denis Dupont. J'ai été pigiste, correspondant pour Watt Media, mais notamment Le Progrès. Et parallèlement à ça, je travaillais au service communication d'une grande banque lyonnaise, si tu veux. Et l'un dans l'autre, avec l'émergence des nouvelles technologies dans début des années 2000, je suis informaticien de métier. J'avais à la fois les compétences ou le feeling avec la technique et le feeling avec le rédactionnel. Donc, du coup, je me suis lancé sur Internet. Alors, d'abord pour ma boîte, en créant un réseau intranet. Et ensuite, à titre perso, en créant les sites Foot & Go. Alors, le premier, c'était Foot 69. Et après, on a créé 50 sites départementaux sur la thématique du foot amateur. Alors, c'était Foot 69, Foot 54, Foot 33, etc. Plus foot au féminin, plus un petit truc sur le foot à 5, qui est un dérivé. Voilà, donc j'ai 50 ans cette année, et je suis toujours dans le foot amateur, je suis toujours sur les terrains de dimanche. Alors, ActuFoot 69, ouais, c'est un truc que j'ai recréé quand j'ai vendu les sites Foot & Go. Je suis pas resté très longtemps inactif, donc pas très longtemps loin des terrains. Quelques mois, et puis bon, le fait d'aller sur un terrain, de revenir un soir, l'histoire elle est un peu comme ça, c'est-à-dire que je suis allé un soir voir un match avec un copain qui était un derby, j'ai allé chasser des signes, et c'est comme ça faisait 20 ou 30 ans que quand je rentrais d'un match, en général, j'écrivais un article, je mettais des photos, des choses comme ça. Donc j'ai eu un grand vide, donc c'était le samedi soir, donc le dimanche matin, j'ai remonté un petit site avec Overblog, enfin un truc que j'ai trouvé sur Internet. Et puis la nouvelle histoire, elle est partie comme ça, quoi, en fait. Et on fait tout, enfin toute la panoplie du journalisme, en fait. On fait de l'interview, on fait du reportage, on fait du compte rendu de match, et puis surtout on essaie de faire un petit peu, voire beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de réactions de gars après les matchs, des choses comme ça, quoi. D'ailleurs, on nous avait surnommé à l'époque le Canal Plus des amateurs, quoi. Parce que l'amateur, enfin, on a fait ça en 2007. En 2007, l'amateur, il n'avait pas l'habitude de se voir en vidéo. Même si c'est qu'une vidéo sur un site internet, malgré tout, c'est une mise en avant de l'individu et de sa discipline auquel il n'est pas habitué, quoi. Quelqu'un des FR3 avec qui j'ai travaillé, enfin, qui avait fait un reportage sur nous, avait appelé ça, je trouvais que c'était très bien vu, la gloire des modestes. Football amateur, ouais, c'est plus un mode de vie, je dirais. Parce que les audiences n'ont rien à voir avec le foot pro. Si tu fais un site dans le foot pro, tout de suite, tu vas faire énormément d'audience. Enfin, si tant est que tu as un tout petit peu de pertinence et que tu as quand même un peu d'infos. Mais tu fais très vite de l'audience dans le foot amateur, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est une communauté. Il faut la capter, la communauté. Elle vient pas spontanément. Mais si elle voit que tu t'intéresses à elle, elle vient. Mais c'est différent. C'est quelque part les gens qui sont dans le foot amateur, c'est les vrais amoureux du foot. C'est ceux qui aiment le foot. Dans le foot pro, c'est pas forcément des gens qui aiment bien le foot, c'est des gens qui aiment pas seulement enfin, je vais peut-être être méchant, mais c'est des gens qui aiment bien le strass et les paillettes et le spectacle. Et le spectacle. Dans le foot amateur, quand tu vas voir un match de 2e ou de 3e division de district un dimanche après-midi, c'est pas forcément toujours du spectacle. Malgré tout, quand tu aimes ton métier, la mise en avant de ça, c'est super. La matière est super intéressante. Euh, ouais, je vais en sortir un. C'est sur un match amateur. Alors, je pense que je ne peux pas utiliser le nom, mais quand le soigneur il va avec enfin, une espèce de pharmacie, on va appeler ça une pharmacie, qui va pour soigner un joueur, en fait, dans la pharmacie avec des bières. Tu vois ça dans le foot amateur, quoi. Mais bon, c'est marrant. En fait, c'est vraiment c'est vrai, c'est plein de belles rencontres, en fait. Plein de belles rencontres. Alors, des souvenirs, j'en ai des milliers, mais j'essaie d'en sortir un cocasse. Mais après, les souvenirs, t'en as tous les week-ends quand t'es accueilli. Quand t'es accueilli sur les terrains. Ce qui est super sympa, c'est que quand les gens ils se rendent compte que t'es aussi là pour faire mousser leur truc. Alors t'es pas copain avec tout le monde, hein, parce que toutes les vérités sont pas bonnes à écrire, parce qu'il y a aussi de l'argent dans le foot amateur. Il y a aussi des intérêts, il y a aussi des égos. Mais globalement, ça se passe, ça s'est toujours passé assez bien, parce que quelque part, je pense qu'il y a une espèce de consensus des gens qui se disent, bon, finalement, si ce média il est pas là, personne ne parle de nous. Alors, ok, ça nous fait chier de temps en temps. Ok, on n'a peut-être pas envie qu'ils écrivent ça ou qu'ils disent ça, sachant que je suis plutôt consensuel et sympa. C'est-à-dire que
toutes les choses qui sont pas belles, je les mets pas forcément en avant. Alors, je les occulte pas, mais j'essaie de pas les mettre en avant non plus, quoi. Donc, je pense que les gens sont assez réceptifs à ça, quoi. Le premier bienfait, je pense que c'est ni dans le football ni dans le journalisme, c'est l'accès à l'information pour tout le monde et de manière rapide. Parce que, je veux dire, avant Internet, si tu voulais savoir comment était fait la machine à vapeur, il fallait aller trouver un bouquin. Aujourd'hui, si tu veux savoir comment est fait la machine à vapeur, tu fais un coup de Google ou de Yahoo, tu tapes machine à vapeur et tu connais toute l'histoire de la machine à vapeur. Et ça, c'est formidable. C'est l'accès à la culture pour tout le monde, ça, Internet. Après, pour revenir au côté sportif et football, ça permet. Moi, ça m'a permis de mettre en avant le football amateur, que s'il n'y avait pas eu Internet, je n'aurais jamais eu les moyens de le faire, enfin de travailler, parce que mettre en avant c'est prétentieux, mais de travailler sur la matière du foot amateur. Avant, j'avais eu une expérience dans les années 90, quelqu'un qui avait lancé un média papier sur le football amateur, justement, parce que j'ai rien inventé, sauf que le coût du papier faisait qu'il a pu sortir que 3 numéros. Mais l'idée et le contenu étaient déjà les mêmes, sauf que ça coûtait, je crois, 40 000 francs pour sortir un numéro, je crois, allez, à 10 000 exemplaires un numéro, ça devait coûter 40 000 francs, alors je suis plus sûr des chiffres, mais c'était dans ces eaux-là. Donc il faut vendre tout de suite. Sur Internet, tu vends pas tout de suite, c'est pas grave. C'est que ton huile de coude, tu ne dépenses rien. Donc ça permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Les méfaits, c'est ce qu'on appelait avant les forums, c'est aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est que n'importe qui sous couvert d'anonymat peut traiter quelqu'un de nom d'oiseau n'importe où, n'importe quand. Ceci dit, j'ai jamais eu trop. Alors moi, du temps où j'avais démarré en 2007, je faisais pas de forum. Donc ça a probablement aidé à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Mais aujourd'hui, je vois que je travaille beaucoup sur Facebook et j'ai jamais eu de grosses dérives. Alors il y a eu peut-être un ou deux noms d'oiseaux qu'on traînait. Enfin, j'ai jamais eu de vrais soucis sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que les gens sont mieux éduqués maintenant? Est-ce qu'il y a moins d'anonymat? Je sais pas, mais j'ai jamais eu de gros problèmes avec ça, quoi, avec l'interactivité d'Internet. J'ai pas d'objectif particulier. Continuer à... Bon, comme je te l'ai dit, je le cache pas, c'est un hobby lucratif. Après, j'ai repris un boulot normal, donc j'ai pas non plus la volonté d'en vivre. Ce serait faisable, mais j'ai pas la volonté j'ai pas la volonté d'être dépendant de ça. J'ai la volonté de pouvoir choisir entre le faire et pas le faire. Donc le fait de travailler et de faire ça à côté, alors c'est un peu, c'est chronophage, comme on dit, ça me prend énormément de temps. C'est pas toujours marrant parce que c'est marrant d'aller au bord du terrain, de discuter avec tout le monde, d'avoir un appareil photo et faire un compte rendu, ça peut être marrant. Maintenant, quand tu es à 2-3 heures du matin à récupérer le compte rendu d'un correspondant qui est pas bon, un samedi soir, c'est moins marrant, quoi. C'est usant, c'est crevant. Mais bon, après, moi, j'ai pas. Je te dis, quelque part, ça peut paraître prétentieux, mais j'avais monté Footengo, on avait fait 50 départements, on avait trouvé plus ou moins un modèle économique. Aujourd'hui, je suis reparti en artisan. Si, c'est de continuer à essayer de faire plus d'audience, tu vois. L'audience, c'est un moteur aussi. L'audience, c'est un moteur, donc faire plus d'audience sans vendre mon âme. C'est-à-dire, pas aller chercher la bagarre du coin. Je sais, de toute façon, chaque fois qu'il y a une infidélité ou un incident, on est sûr que ça fait de l'audience. Si on le met en avant, on est sûr de faire beaucoup d'audience. Maintenant, moi, mon idée, c'est de faire de l'audience avec des choses propres. Et je reviens sur l'exemple du JT de TF1. Il y a 9999 avions qui se posent, il y en a un qui se crache, et on va parler que de celui qui se crache, quoi. Et on va faire de l'audience avec celui qui se crache. Alors qu'on dira, et c'est logique, je comprends, mais les 9999 qui se sont bien posés, on n'en parlera jamais, quoi. Pour beaucoup, le prochain intervenant est à l'origine d'une des plus grandes réussites du cyberfoot. Grâce à Internet, il a fait grimper Mon Petit Gazon jusqu'au sommet. Mais qui est derrière ce jeu ? Donc je suis Martin Jaglin, j'ai cofondé Mon Petit Gazon il y a quelques années maintenant. Je suis un vrai passionné de foot, de petits ponts et puis de digital. Donc voilà, je me suis consacré à temps plein à l'histoire de Mon Petit Gazon depuis quelques mois maintenant et j'en suis ravi.
Monty Gazon, c'est le numéro 1 du fantasy foot en France. C'est un concept, c'est un jeu gratuit en ligne dans lequel tu vas défier un ami virtuellement. Et le résultat de ton match va dépendre des joueurs qui ont joué dans la vraie vie. Donc par exemple, si tu crées une équipe avec Cavani, avec Coco, avec Darder, avec des joueurs comme ça, tu vas ou pas gagner ton match contre ton ami virtuellement dans Monty Gazon si ces joueurs-là ont bien joué dans la vraie vie, en marquant des buts, en faisant des bonnes passes, en faisant des bons corners, etc. En fait, nous, on a construit, il y a quelques années avec mes deux associés, on a construit le jeu qui nous démarrait nous. Donc on voulait pas un jeu vidéo, parce qu'il y en a beaucoup et que, en fait, à un moment, les jeux vidéo, ça va. On voulait pas non plus un jeu type Football Manager où, en fait, tu dois lâcher ton boulot pour faire ça à temps plein. On voulait quelque chose, justement, à mi-chemin, qui prenne pas trop de temps, et qui soit une espèce de fil rouge avec ses potes ou avec ses collègues pendant la semaine. Quelque chose où tu puisses te vanner le lundi matin, quelque chose où tu as juste à faire ton équipe rapidement le vendredi après-midi. Et donc, on a trouvé le bon équilibre avec mon petit gazon. Il y a toujours le championnat des étoiles, je crois, qui continue. Il y en a quelques-uns des sites de fantasy en France. Mais oui, effectivement, avec le mobile, avec son ordinateur, on peut facilement échanger. Nous, par exemple, dans mon petit gazon, on a fait un petit module qui s'appelle le mur de la taille, sur lequel on peut aller vanner ses amis. Donc, c'est un peu une espèce de WhatsApp intégré à notre jeu, pour que dès qu'il y a un résultat qui tombe, dès qu'il y a un buteur qui arrive, tu puisses ouvrir ce mur de la taille et puis envoyer un petit pic. Et ben écoute, ma plus grande fierté, on veut pas que le jeu soit un jeu pour les hardcore connaisseurs du foot, etc. Donc l'une de mes grandes fiertés, c'est quand quelqu'un qui connaît absolument rien au foot, pour qui le foot c'est Zidane et c'est la Coupe du Monde 98, le niveau zéro du football, quand un mec comme ça joue à mon petit gazon et qui réussit à gagner des matchs et à gagner des ligues, ça c'est une vraie fierté. Il y a débat. Voilà. Les gens, il y a 60 millions de sélectionneurs en France. Tout le monde regarde les matchs de foot, donc chacun a son avis sur une question, sur un joueur, sur une note. Et donc régulièrement, on se fait allumer sur notre mur Facebook. On aime bien parce que ça fait partie du concept. On essaie de recréer une espèce de café du commerce digital. Et donc c'est le prix c'est le prix à payer pour le faire. Donc écoute, dès qu'il y a des contestations sur les réseaux sociaux, on y va. De notre plume, on allume aussi parce que c'est le jeu. Mais c'est assez relevé. C'est bien. Le projet, ouais, meilleur souvenir professionnel, c'est évidemment le moment où on s'est dit que allez, on y va, allez, on plaque tout et puis on tente la chance. Et c'est une vraie aventure parce qu'en fait, ça faisait 15 ans que j'avais un travail très très bien dans une belle société de marketing digital, dans une belle start-up française. On était 400, j'avais un bon poste. Et donc le fait de dire on plaque tout pour essayer ça, écoute, c'était un vrai choix intéressant et passionnant. Voilà. Ouais, c'est du coaching très léger. En fait, il faut surtout miser sur quelques bons joueurs et puis après espérer qu'ils jouent bien le week-end. Donc il y a une petite partie pronostic parce qu'il faut un peu miser sur les bonnes pépites. Et il y a aussi une partie où on va surtout aller vanner ses amis. Ce qui est marrant au final, c'est d'appeler son pote le dimanche soir parce qu'il y a un milieu inconnu de Bastia qui a marqué un but et que c'est toi qui l'as. Et donc tu es très fier parce que ton ami, lui, qui se pavane avec la casette en attaque, n'a pas marqué. Voilà, c'est ça qui est drôle en fait. En fait, on a déjà cette fameuse application qu'on doit à la communauté depuis un certain temps. Donc, pareil là-dessus, on se prend les emails chaque semaine pour dire mais qu'est-ce que vous foutez les gars, ça fait 6 mois qu'on l'attend. Donc là, on est en train de la tester, elle est chaude. On la sortira avant la fin de l'année, mais on devait la sortir le 1er septembre, donc on est un peu à la bourre. Donc on préfère sortir quelque chose de bien, quelque chose de mal et rapide. Donc ça, c'est le premier gros projet. Et puis après, on fourmille d'idées. Là, on a lancé un questionnaire auprès de la communauté. On a eu 3500 répondants, ce qui est énorme. Et en fait, dans les 3500, il y en a plein qui ont des bonnes idées pour les évolutions. Donc il y a plein de choses à faire autour de l'évolution du jeu, autour de faire des montées et des descentes, autour d'autres championnats, autour d'autres sports. Donc le carton est rempli. Là, on va recruter un développeur et un community manager
pour nous aider à grandir parce qu'on n'a que 4 mains pour l'instant. Mais on espère vite que tout va s'embrayer, à savoir des rentrées publicitaires qui nous permettent d'embaucher, un produit qui va s'améliorer, des championnats qui vont s'ouvrir sur d'autres pays. Donc il y a plein de trucs à faire, quoi. Maintenant que je suis dedans, j'encourage les gens à tenter l'aventure parce que de toute façon, avec un peu de compétences, on peut vraiment se recaser dans des différents boulots aujourd'hui. Mais le conseil que je donnerais, c'est il faut une association entre plusieurs personnes techniques et une personne qui a un sens marketing commercial. Donc il faut une petite team avec 1, 2, 3, 4, 5 personnes, mais avec des personnes qui sont complémentaires plutôt que des personnes qui font le même truc. Et deuxième chose, je conseille à des gens de lancer des boîtes avec pas forcément des amis, parce que ça peut être la fausse bonne idée, mais au moins des personnes avec qui ils ont déjà eu un passé professionnel. Connaître quelqu'un professionnellement, c'est le gage d'une pérennité derrière, alors qu'un ami, ça peut être un très bon pote, mais pas forcément quelqu'un avec qui c'est facile de bosser. Guillaume, Aurélien, Jérémy, Nassima, Denis et Martin, tout comme Nicolas, Kamel, Pierre, Fabien ou encore Sébastien, ils aiment le football. Via leurs différents supports, ils montrent que le football est beau et il existe encore, et que la réussite peut se présenter aux motivés, même s'ils ne se connaissent pas tous et ne se côtoient pas non plus. Il n'y a pas d'animosité entre eux, comme ont pu souligner Aurélien et Guillaume de Contre son camp. Globalement, quand même, on va dire que les indépendants, les indépendantistes, je sais pas comment on peut nous appeler, on est quand même relativement sympa entre nous. Hein. Oui. J'ai pas senti de mecs qui essayaient de se tirer un peu le truc dans leur coin. Enfin, après, on n'a pas vraiment trop cherché à discuter avec eux, mais c'est vrai que c'était quand même bon esprit. Là. C'était juste du foot, et merci à tous ceux qui donnent une image positive, leur image positive du football.